marchés mondiaux du carbone sont considérés depuis plusieurs décennies comme une partie intégrante de la lutte contre les changements climatiques. Ils ont été jusqu'ici marqués par la prédominance du secteur privé, une situation appelée à évoluer. Plus de 2/3 des pays prévoient d'utiliser les marchés carbone pour atteindre les engagements au titre de l'accord de Paris. Des pays aussi divers que le Chili, le Ghana, la Jordanie, Singapour ou Vanuatu sont déjà en train de se doter d'une infrastructure numérique de bout en bout, à la pointe de la technologie, pour intégrer les marchés internationaux de carbone. Les enjeux du marché du carbone, c'est la thématique de cette édition de Africa Newsroom avec en plateau Jean-Paul Adam, directeur technologie, changement climatique et ressources naturelles à la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En face, Jonas Kemadjou, Finance Manager pour Tridom Landscape au Fonds mondial pour la nature. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. On va commencer avec vous. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un impératif urgent à l'heure où les pays subissent les effets de plus en plus intenses du dérèglement du climat. Ce combat peut-il passer par le marché du carbone ? Avant de répondre à votre question, permettez-moi tout d'abord de parler du Tridom. Le Tridom, c'est un paysage forestier qui fait l'objet d'un accord entre 3 pays, le Gabon, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Et c'est un espace qui couvre 17,8 millions d'hectares de forêt, soit environ 10% de la superficie forestière du bassin du Congo. Et cet espace est couvert à 98% de forêt. Donc vous comprenez que pour l'espace Tridom, le carbone est une importante source de revenus permettant une gestion durable de ce paysage, mais également pouvant améliorer la rentabilité économique des ressources naturelles pour nos 3 pays. Donc, les marchés mondiaux du carbone se présentent de ce fait comme une opportunité importante pour principalement les pays du bassin du Congo qui ont, qui constituent aujourd'hui le principal puits de carbone dans le monde, de pouvoir trouver des ressources ou des revenus nécessaires pour non seulement améliorer leur économie, mais aussi et surtout préserver cet important espace forestier, améliorer les conditions de vie des communautés locales et des peuples autochtones, mais également accroître la résilience ou l'adaptabilité tant des écosystèmes forestiers que des populations qui vivent dans ces écosystèmes. Nous pensons que le marché du carbone constitue aujourd'hui un moteur non négligeable, un moteur à prendre en compte par nos pays. Monsieur Adam, est-ce que ce marché du carbone, bien qu'il soit qualifié de moteur par M. Kemadjou, est-il adapté aux réels besoins des populations ? Est-ce que c'est vraiment adapté ? Je pense que si on dit aujourd'hui, certainement pour les pays africains, la réponse c'est probablement non. Mais il y a plusieurs interventions qui sont possibles, qui permettront que l'Afrique et les pays africains puissent en bénéficier. Je peux citer par exemple le travail que fait la Commission économique pour l'Afrique actuellement dans le bassin du Congo. On est en train d'appuyer la création d'un registre régional pour les gaz à effet de serre. Et ce registre, ça permet de renforcer les capacités et de réduire les coûts pour les pays du bassin du Congo en ce qui concerne l'accès au marché de carbone. Ce registre régional permet aussi de créer des projets types d'intervention pour investir en fait, pour avoir les crédits de carbone, il faut d'abord investir dans la résilience. Parce que pour que les marchés de carbone soient vraiment efficaces, il faut qu'il y ait un impact réel pour les populations et pour la protection de la nature. Alors dans les 4 volets des projets types qu'on a développés, on a d'abord la protection des forêts et l'interaction entre les populations autochtones, les populations des communautés qui en dépendent de cette forêt et le développement d'activités économiques autour, par exemple l'écotourisme, mais pour que ces forêts contribuent
à la protection de l'environnement, mais aussi aux capacités économiques des citoyens. En deuxième lieu, c'est la possibilité de faire des activités agroforestières. Dans un troisième volet, c'est les énergies renouvelables. Et un quatrième volet qui est la production agricole et surtout la production du riz, où il y a des opportunités dans la région à mieux produire, mais en même temps réduire les gaz à effet de serre et mobiliser des ressources davantage à travers les crédits de carbone qui peuvent être réinvestis dans la nature et dans les populations. Selon le rapport 2020 de l'International Carbon Action Partnership, 21 marchés de carbone ont été mis en place. Un nombre croissant de pays souhaitent prendre part à ces marchés pour atteindre leurs objectifs de lutte contre le changement climatique. Quelle peut être l'importance d'un tel engouement à long ou à moyen terme? Je dirais déjà que lorsqu'on parle de marché de carbone, il faudrait préciser déjà que ça fait référence au crédit de carbone issu des efforts en termes de réduction des émissions de carbone. Et il vous souvient naturellement, ainsi qu'à vos auditeurs, qu'il y a plusieurs secteurs qui sont émetteurs de carbone, par exemple le secteur agricole, il y a le secteur des industries agro-industrielles et même des industries minières, et il y a un ensemble de secteurs pour lesquels des efforts doivent être faits pour réduire substantiellement les émissions de carbone. Et lorsque ces efforts en termes de réduction des émissions sont faits, on capitalise les 10 efforts en termes de crédits de carbone, lesquels crédits peuvent être échangeables sur le marché de carbone. Et si je prends le cas du paysage Tweedom, par exemple, où nous avons par exemple 11 aires protégées dans le paysage Tweedom. Nous avons des espaces de concession forestière. Quand je dis concession forestière, c'est là où les industries exploitent les forêts. Nous avons également des communautés qui vivent dans ces zones et qui, naturellement, doivent améliorer leurs productions agricoles, doivent améliorer leur capacité de satisfaction de leurs besoins vitaux. Et ces efforts des communautés peuvent avoir naturellement des impacts sur les forêts. Comment faire pour que ces efforts soient faits de manière durable? Comment les appuyer pour les accompagner sur le plan en termes d'accompagnement financier, en termes de revenus issus du partage de bénéfices de crédit de carbone, par exemple, pour que ces communautés puissent en bénéficier, améliorer leur circuit de production, leur chaîne de valeur, par exemple, et également comment faire en sorte que la faune ou la biodiversité importante que recèle l'espace Tweedom soit préservée? Est-ce que les États doivent utiliser toujours le budget pays pour préserver cette biodiversité, et ainsi de suite? Et il est nécessaire de voir comment les marchés de carbone peuvent s'ajuster et permettre à ces États de gagner de l'argent issu de la vente du carbone ou des crédits de carbone pour assurer la gestion durable des forêts, assurer la résilience des communautés locales, assurer la protection de la faune et surtout la préservation de la biodiversité et lutter dans l'ensemble contre le changement climatique. C'est un effort convergent qui doit être mené par l'ensemble des acteurs dans un État donné et dans la sous-région, par exemple, comme celle du bassin du Congo, où tous les secteurs s'entremêlent et il est nécessaire d'avoir une approche beaucoup plus, je dirais, synergistique, qui permette que les efforts menés à gauche ne soient pas perdus à droite, et cette convergence des efforts permettent d'avoir des crédits de carbone de bonne qualité, de grande qualité pour avancer sur le marché carbone. Des pays comme le Ghana sont déjà en train de se doter d'une infrastructure numérique de bout en bout, je l'ai évoqué d'entrée de jeu, en introduction, afin d'intégrer le marché international du carbone. N'est-ce pas là la preuve de l'efficacité et même de la popularité de ce marché du carbone?
Certainement, l'utilisation des technologies de pointe, ça représente une opportunité, mais il faut bien saisir ces technologies par rapport au résultat qui est souhaité. L'utilisation des technologies, mais sans un résultat un meilleur résultat qui est escompté, ça sert à rien. Mais je crois que il y a plusieurs éléments où la technologie pourrait être importante. En premier lieu, c'est pour la vérification des crédits de carbone. On a eu dans le passé des problèmes de crédibilité, d'intégrité des marchés de carbone. En utilisant des technologies numériques, nous pouvons mieux assurer la crédibilité de ces marchés de carbone. On peut aussi réduire le coût de la vérification, par exemple, en utilisant des drones, en utilisant des technologies de satellites, et on peut mieux identifier aussi les opportunités là où on peut investir pour développer les marchés de carbone. La CEA a travaillé récemment avec la société d'Alberg qui a été rebaptisée CAP-A, et on a créé une plateforme en ligne où on peut consulter les cartes des différents pays d'Afrique et regarder le potentiel de l'investissement, par exemple, dans la protection des forêts ou dans des actions d'agriculture, mais d'une manière qui est durable et liée à la résilience climatique. Et on peut voir l'impact possible, le nombre de crédits de carbone potentiels qui pourraient être liés à un site spécifique sur le continent. Alors c'est un peu des illustrations de l'utilisation des technologies, mais la technologie doit permettre l'efficacité, ça doit permettre un investissement qui améliore vraiment la protection de la nature et des bénéfices qui viennent aux populations. Le Gabon, M. Kemadjou, est l'un des pays qui bénéficie le mieux des retombées du marché du carbone. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce pays ? Disons déjà que le Gabon est un pays où des efforts notables sont menés en termes de lutte contre le changement climatique, mais également en termes de préservation du couvert forestier et de bonne gestion de ce couvert forestier. Comme vous le savez, le Gabon est couvert à plus de 90% par les forêts, avec un net positif carbone. Quand je parle de net positif carbone, c'est-à-dire lorsqu'on fait le ratio entre ce que le Gabon émet et ce que le Gabon séquestre comme carbone. Le Gabon, aujourd'hui, a un net positif de plus de 130 à 140 millions de tonnes de carbone par an, ce qui est extrêmement important. Et je pense que les efforts du Gabon aujourd'hui est de capitaliser cet avantage déjà naturel, mais également issu des efforts notables menés depuis plusieurs années pour conserver et gérer durablement l'espace forestier. Il vous souvient par exemple que le Gabon est engagé sur le chemin de la certification forestière, mais également le Gabon développe depuis un certain nombre d'années une approche lui permettant de pouvoir émettre dans les prochaines semaines, les prochains mois, les crédits de carbone. Un point qu'on va développer tout à l'heure en seconde partie de votre émission qui prend une petite pause. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de l'émission Africa Newsroom. Au menu de cette édition, les enjeux mondiaux du marché du carbone pour l'Afrique. Deux invités en plateau, Jean-Paul Adam, directeur technologie, changement climatique et ressources naturelles à la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Merci d'être là. Et Jonas Kemadjou Siabze, Finance Manager pour Tridom Landscape au Fonds mondial pour la nature. Avec vous, nous parlions avant la pause du Gabon qui a cette énorme chance-là. Mais comment les autres pays, qui n'ont pas forcément la même constitution en matière de biodiversité, peuvent suivre le rythme ? Disons déjà, je m'intéresserai beaucoup plus pour les pays du bassin du Congo, dans un premier temps, et de dire qu'avant d'atteindre un niveau optimal dans la quête au niveau du marché du carbone, il y a un ensemble d'outils de base à développer.
vous pouvez avoir toutes les technologies, mais si vous ne développez pas les outils de base, il serait difficile pour vous d'avancer. Par exemple, il faut déjà dès le départ avoir le niveau de référence des émissions du pays. Il faut avoir un système de MRV monitoring, évaluation, c'est-à-dire l'évaluation, le rapportage et la vérification. Il faut avoir un système de sauvegarde des informations environnementales et sociales qui permettent de renseigner en temps réel l'ensemble des acteurs sur ce qui se passe réellement. Il faut avoir un système national d'observation des forêts qui fonctionne et où les technologies peuvent faciliter le travail des uns et des autres, comme le fait Agios pour le Gabon. Et il faut avoir également un mécanisme de partage de bénéfices. Parce que lorsqu'on a la chance d'accéder au marché du carbone et qui puisse générer des revenus, il faut qu'il y ait un mécanisme de partage de bénéfices qui permet à l'État d'avoir sa quote-part, qui permet aux communautés locales d'avoir une part, qui permet aussi d'affecter une part à la conservation et à la préservation du potentiel forestier donné, et également une part qui permet aux communautés locales qui vivent dans ces écosystèmes d'y tirer leurs bénéfices. Et lorsque tous ces outils sont mis en place, que ce soit des pays forestiers ou non forestiers, ils peuvent facilement donc accéder au marché du carbone. C'est l'effort minimal à faire au niveau de chaque pays. Et au niveau du Fonds mondial pour la nature, WWF, nous accompagnons donc les pays dans l'élaboration de ces outils qui leur permettent d'accéder au marché du carbone. Et c'est de dire également que au niveau des pays non forestiers, c'est presque les mêmes efforts à accomplir. Mais M. Adam, c'est clair que les chances ne sont pas les mêmes dès le départ. Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter le marché du carbone ou alors un équivalent pour des pays désertiques, les pays sahéliens par exemple ? Bon, les chances sont pas les mêmes, mais ça c'est pas chaque pays qui a des ressources pétrolières, c'est pas chaque pays qui a les mêmes ressources, c'est la réalité de la nature. Mais les marchés de carbone néanmoins permettent plusieurs points d'accès. Alors le point en commun souvent c'est à travers l'adoption des énergies renouvelables, la réduction des gaz à effet de serre liés aux efforts d'adopter des technologies et des méthodes d'accès à l'énergie qui permettent la réduction de la génération à travers des hydrocarbures. Alors, chaque pays aura une approche envers les marchés de carbone qui est spécifique. Je crois qu'il ne faut pas négliger que la nature est une force en général pour l'Afrique. Parce que en Afrique, il y a cette opportunité qui est liée envers les forêts. On n'en parle pas assez, mais aussi l'Afrique est une zone, est un continent avec des atouts en ce qui concerne les mangliers parmi les plus importants au monde. Et il y a un aspect très fort vis-à-vis de la protection des aires marines, par exemple. Et il y a l'opportunité et l'occasion de développer des marchés de carbone, même vis-à-vis la résilience climatique dans le contexte maritime. Alors je pense qu'il y a des opportunités pour tous les pays, mais ce n'est pas tous les pays qui ont les mêmes ressources. Mais les marchés de carbone, avec le développement des capacités et le renforcement de ces capacités, le développement aussi de technologies, tous les pays peuvent accéder, mais ça ne sera pas forcément avec la même ampleur. Certains pensent que le marché du carbone est un jeu de dupes. On propose aux pays qui ont d'immenses richesses de les conserver pour avoir en contrepartie un bénéfice qui viendrait d'une comptabilité structurée ailleurs. Est-ce que vous pouvez comprendre ces gens qui sont réticents ? Disons que on peut bien comprendre tous les acteurs qui sont réticents vis-à-vis du marché de carbone aujourd'hui, et principalement les acteurs de la zone des forêts du bassin du Congo,
Parce qu'on peut se poser juste une petite question. Pourquoi les forêts de l'Amazonie brûlent? Si on répond à cette question, on peut comprendre un certain nombre de choses. Ça brûle peut-être parce que, quelque part, on se pose encore la question de savoir quelle est la rentabilité des espaces forestiers dans l'économie nationale. On peut également se demander si l'Europe, par exemple, en allumant ces derniers temps les centrales à charbon, respecte ses engagements vis-à-vis de l'environnement, et en se demandant pourquoi l'Europe allume ses centrales à charbon. Est-ce pour son économie? Et si on ne répond pas à l'affirmative, on est en droit de se poser la question. Et les forêts du bassin du Congo, est-ce que ça génère suffisamment d'économies pour nos pays? Est-ce que ce n'est pas jusqu'à ce jour un pôle de dépenses au lieu d'être un pôle de recettes? Donc voilà un peu l'argumentaire qui amène les uns et les autres à être réticents vis-à-vis du marché de carbone, en se disant il est nécessaire de commencer par reconnaître le potentiel forestier, les efforts des États à préserver ces forêts et à compenser ces efforts en rémunérant les 10 efforts. Ce serait quelque chose d'extrêmement important. Ça devrait donner lieu à un ensemble de discussions et de négociations supplémentaires pour accroître la plus-value du secteur forêt à l'économie des États du bassin du Congo. Monsieur Adam, l'Asie du Sud-Est est le premier producteur d'huile de palme. Le Gabon veut se lancer dans cette agro-industrie-là pour engranger beaucoup de devises. On lui dit stop, il faut aller doucement et pour pouvoir espérer les retombées du carbone. Est-ce que l'huile de palme, si jamais le Gabon est totalement libre, peut payer moins que le marché du carbone par exemple? Je crois que, en premier lieu, le Gabon a déjà démontré des très bons exemples. Si on prend par exemple au niveau, quand le Gabon a arrêté l'exportation du bois, le bois qui n'est pas transformé. On a vu déjà un avantage pour le Gabon par rapport aux chiffres de production de meubles et les recettes qui en découlent dans les dernières années. On a vu que cette transformation du marché du bois envers une valeur ajoutée additionnelle qui est liée directement à la protection de la ressource. Alors si on regarde la question de l'huile de palme par exemple, il faut penser il faut vraiment, je crois, analyser. C'est pas parce que l'Asie du Sud-Est a fait de l'argent à un certain moment sur l'huile de palme que c'est forcément la meilleure solution pour l'Afrique aujourd'hui, parce qu'il faut penser aussi au futur des marchés. Beaucoup de pays, par exemple, sont en train de trouver des alternatives par rapport à l'huile de palme. Alors, le choix pour le Gabon, c'est un choix souverain. Ce sera le Gabon qui va décider, à mon avis en tout cas. C'est important que chaque pays, les pays africains, puissent décider eux-mêmes par rapport à leurs atouts. Mais certainement, je pense que la valeur de la forêt du Gabon a beaucoup plus de valeur à travers sa biodiversité. Mais comme a dit Jonas, je crois le défi, c'est que cette valeur doit être rémunérée. Et c'est ça l'opportunité des marchés de carbone. Et potentiellement, si c'est bien fait et si nous arrivons vraiment à bâtir les capacités, à renforcer les capacités dans les pays africains, le potentiel des marchés de carbone va dépasser de loin les opportunités, par exemple, liées à l'huile de palme ou autre. Mais la décision finale, je crois que pour tous les pays africains, il faut voir où est l'avenir. Et l'avenir de l'Afrique, c'est à travers la valeur ajoutée. Et je pense que la valeur de base où l'Afrique a un avantage, c'est à travers sa nature au départ. Alors la contrepartie, en quelques mots, M. Kemadjou, la contrepartie à laquelle donne droit le marché de carbone, peut-elle rivaliser avec l'agriculture intensive par exemple? Est-ce que ça peut rivaliser? Vous posez une question extrêmement importante. C'est en fait de dire quelle est la valeur d'un hectare de terre
sur cet hectare de terre où on laisserait la forêt, ou bien on ferait l'agriculture intensive, ou bien on exploiterait les mines. C'est une question éminemment économique et il est important, si par exemple on se posait un peu de la question à partir du sommet de Rio, quels ont été les efforts qui ont été menés par les États, par les différents États en matière de protection et de conservation de leur couvert forestier, et qu'on imagine et qu'on se mette à imaginer ou à discuter des possibilités de rémunération de ces efforts, je dirais, la forêt serait beaucoup plus rentable que l'agriculture intensive. Dernière question, est-ce que la COP27 sera le tournant décisif? Est-ce qu'à l'issue de ces travaux, on pourra avoir une politique renforcée pour le marché des carbones? Dans le principe, oui, parce que la COP27 doit adresser surtout l'article 6 et de créer le cadre pour avoir un vrai marché mondial pour le carbone. Et les pays africains doivent se préparer dans ce sens. Mais je dirais que les négociations en ce qui concerne le changement climatique sont toujours très compliquées. Il y a toujours la possibilité qu'on n'arrive pas à un accord tout de suite à ce sujet, mais que les marchés volontaires représentent toujours une opportunité pour les pays africains. Mais il faut que ce soit des marchés qui sont développés avec intégrité et que l'Afrique n'accepte pas de vendre moins cher la vraie valeur de sa nature. C'est-à-dire qu'il faut un prix qui est une vraie réflexion de la valeur de cet héritage et ce capital naturel. Monsieur Adam, merci d'avoir pris part à ce débat sur Africa 24. C'est un plaisir, merci. Monsieur Kemadjou, c'est un plaisir de vous avoir eu pour cette édition d'Africa Newsroom. C'est à moi de vous remercier. Au niveau du Fonds mondial pour la nature, c'est pour nous une joie d'intervenir sur les ondes de Africa 24 et d'encourager le travail que vous faites si bien. Et surtout, nous vous invitons également à convier beaucoup de jeunes qui, naturellement, s'engagent de plus en plus sur des questions climatiques et qui constituent un fort potentiel pour la détermination d'un ensemble d'orientations et de politiques de demain. Restez en compagnie des éditions d'information et de magazines sur Africa 24.